Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Deneau, ça me fait grand plaisir de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Coram Deo. D'abord, qui vous présentez en premier? Je vais commencer chez nous. J'ai mon stagiaire dans le ministère à Saint-Jérôme. Il s'agit de Levi Lowen. Bonjour Levi. Bonjour, comment ça va Pascal? Ça va très bien, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Et on traverse de l'autre côté de l'Atlantique pour rejoindre Fred Bican avec son stagiaire Jonathan Pearson. Bonjour les Oui, frères. c'est ça, exactement. Pearson. On discutait juste avant l'émission là, comment on prononçait son nom. C'est Pierson, mais je croyais que c'était un Anglais. Mais non, c'est pas un British, c'est un Belge qui est avec Fred pour faire le stage pastoral. Ça sera le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Mais j'aimerais commencer en vous rappelant que Coram Deo est soutenu par vous, par aussi des sponsors, que pour alléger mon travail, j'aimerais pouvoir embaucher des personnes qui pourraient m'aider à faire le montage, à faire un peu tout le travail technique. Je suis dans une levée de fonds pour amasser entre 1000 à 1300 $ environ par mois. Je suis presque à la moitié de ce soutien-là, 500 $. Donc en euros, là, c'est entre 850 € peut-être par mois qu'il nous faut. Alors, si vous voulez faire un don ponctuel, mensuel, si vous voulez nous mettre sur votre budget d'église et devenir un partenaire de Coram Deo, ça va nous aider à atteindre cet objectif pour pouvoir me libérer pour pas que je devienne capote et que j'abandonne. Alors, j'ai besoin de vous. Parlant de sponsor, notre sponsor Publication chrétienne vous recommande ce livre de Charles Spurgeon, « Je vous ferai pêcheurs d'hommes ». C'est le fameux « Lectures to my students ». Qui correspond bien avec le thème d'aujourd'hui. Spurgeon était pasteur, mais il était aussi un peu un mentor pour des étudiants qu'il formait pour le pastorat, qu'il formait à la prédication. Alors, ce sont ces conférences, ces échanges avec ces étudiants, un peu comme les Table Talks de Luther, mais plus gracieux et galant, et je ne trouve pas le bon mot, voilà, entre Luther et Spurgeon, il y aurait des similitudes, là, mais en tout cas, tous les deux accueillaient des étudiants et les formaient. Alors, dans ce livre, Spurgeon parle de la nécessité de la vigilance personnelle. Il parle de l'appel divin à la vocation pastorale, de la prière dans la vie du pasteur, la prière dans le culte, le contenu du message, le choix d'un texte, la faculté d'improviser, le pasteur dans la vie de tous les jours, les moments de faiblesse et les moments où il faut fermer l'œil, faire la sourde oreille. Donc, voilà un peu les différents éléments que vous retrouverez. Il y a un lien dans la description si ça vous intéresse. Ça coûte 22 $ canadiens. C'est pas mal moins encore en euros. Je ne sais pas ça fait combien. Un livre de 256 pages. Alors, voilà. Les frères, j'aimerais ça peut-être avant qu'on se lance dans les questions sur le mentorat, sur la vie et l'œuvre d'un stagiaire que vous vous présentiez. On va commencer avec toi, Levi. Qui es-tu et qu'est-ce qui t'a amené à Saint-Jérôme? Ouais, fait que ça fait à peu près 2 ans que moi et ma femme qu'on habite à Saint-Jérôme, qu'on fait partie de l'église réformée baptiste à Saint-Jérôme sous Pascal. Moi, je suis d'origine de la belle province de la Colombie-Britannique, fait que la côte ouest du Canada. Fait que d'abord, je suis anglophone, ce qui met toujours des obstacles un peu Au Québec. enseigner l'église ou quoi. Moi, mon appel à le ministère, ça fait peut-être 3 ans là, que j'ai ressenti un peu plus. Au début, j'étais un peu tanné avec les sortes d'enseignements que j'entendais un peu autour de moi. Fait que peut-être au début c'était un peu égoïste peut-être là, que je me disais je pourrais faire ça de mieux. Mais c'était un peu comme clarifié pour moi au lieu j'étais à funérailles puis j'avais l'occasion de porter la parole pour évangéliser le monde là, parce que c'était un funérail du membre de la famille qui connaissait beaucoup de personnes.
Et en faisant ça, pour la première fois, c'était comme une clarification interne là, de peut-être que c'est plus dans cette direction où je devrais marcher ou poursuivre ce chemin. Puis au cours des années, là, je me suis soumis à beaucoup de formations, puis on s'est joint à une église qui fait la prédication expositoire sous Pascal. Mais ça va vraiment clarifier c'est quoi la position du pasteur. Mais j'aspire toujours à ça. J'ai commencé des études à IRBS, à Texas, en automne, qui m'assiste, là, qui fait des cours à distance pour la formation pastorale. Excellent. Ben merci. C'est un bon résumé. Ça ressemble à ça, hein, pas mal. Et moi, je suis très, très heureux, très fier d'être ton mentor. Très indigne aussi, je pourrais me confesser plus tard. De votre côté, en France, ça se passe comment? Qui est Jonathan Pearson? Alors salut Pascal, salut Levi. Donc moi, je suis originaire de Belgique et je suis marié et j'ai 2 petites filles. Et donc suite à ma conversion, j'ai grandi dans une famille qui est chrétienne évangélique et avec des parents qui étaient toujours au service du Seigneur, avec un père qui était un peu le leader de l'église. Moi, suite à ma conversion, j'ai directement commencé à faire des présidences dans l'église. Et ensuite, j'ai embrayé avec des prédications. Voilà, je suis dans un contexte d'église, d'assemblée des frères. Et moi, j'avais commencé aussi, un peu comme Levi, à prêcher du textuel. J'avais commencé à prêcher sur le livre des Juges. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses à améliorer, hein, mais je me plaisais bien avec ça. J'avais des bons retours. Et puis j'ai eu cette vocation, à force de servir, qui était de plus en plus présente en moi, de passer à temps plein et de servir dans l'église avec tout le temps que j'avais et toute l'énergie que je pouvais mettre, en fait, tout simplement. Et puis avec ma famille, en concertation, on a décidé d'aller à l'Institut biblique de Genève, d'abord faire 1 an à temps plein là-bas sur place, et puis après on a enchaîné quoi. On en a encore pour 3 ans, et puis on a atterri ici à Grasse chez Fred. Et c'est une bénédiction, merci Seigneur. Alors, bon, tout le monde sait que c'est Jonathan qui est le plus béni des 2 stagiaires en raison du mentor qu'il a trouvé. Moi, je suis comme mon mentor. Je suis un piètre mentor. Mais on veut commencer en fait en parlant de façon un peu plus générale de c'est quoi un stage pastoral, d'où vient cette idée, est-ce que ça a une base biblique, ça sert à quoi, comment est-ce qu'on amorce un stage pastoral. Donc voilà un peu des questions en vrac pour discuter entre nous. Alors je ne sais pas s'il y en a un qui veut se lancer. Ben, un stage pastoral, il semble que ça fasse écho quand même à un certain nombre d'idées bibliques qui sont là depuis longtemps. Je ne sais pas si on peut rechercher une paire plus ancienne que Moïse et Josué. Ah ouais, voilà. Sans doute y en a-t-il, mais celle-là, elle est vraiment frappante, percutante. Et je pense que l'idée du stage pastoral, telle qu'elle est réfléchie, c'est pas simplement une manière de décliner l'idée du monde séculier, de dire le meilleur moyen d'apprendre le monde de l'entreprise, c'est d'aller faire un stage en entreprise pendant ses études, qui peut être une bonne chose, qu'on appelle nous en France les études en alternance, où on est à la fois soit en école d'ingénieur, soit en faculté, et puis en même temps pendant un temps dans une entreprise. Mais il y a vraiment l'idée qu'on apprend le métier au pied du maître. Et puis évidemment, Jésus s'est quand même entouré de 12 disciples et qu'il a formé en non-stop pendant 3 ans. Et puis on pourrait encore en trouver d'autres. Et Pascal, tu nous soumettais ce verset qui est pour réfléchir, on va dire, pour réfléchir à cette émission. Tu nous soumettais ce verset qui est fameux, hein, de Timothée 2:2. Je ne sais pas si tu avais prévu de le lire. Bah tiens, allons-y. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi
à d'autres. C'est ce que Paul écrit à Timothée. Ouais. Donc, du début à la fin, on a l'impression que c'est vraiment une idée constante que dans le peuple du Seigneur, il y ait des hommes matures qui transmettent à la fois leurs connaissances et puis qui aident la génération suivante à rentrer dans le mystère, dans le ministère en les formant. Donc, ça me semble plutôt une idée assez biblique et logique d'essayer de mettre ça en œuvre à notre époque dans le cadre de l'Église. Mhm. Oui, exact. Donc, on voit, je n'avais pas pensé à Moïse et Josué, mais c'était effectivement un très bon exemple. On pense beaucoup dans le contexte chrétien et de la Nouvelle Alliance à Timothée, Paul et Timothée. On nous disait, pendant moi j'étais à la faculté, qu'on doit avoir dans notre vie des Paul et des Timothée. Il nous faut donc des mentors et aussi des gens qui transmettent le flambeau. J'imagine que ça vient aussi en son temps. Là. On n'est peut-être pas un Timothée en même temps qu'on est un Paul. Il y a peut-être un point de transition où on passe de celui qui est l'apprenti et qui va devenir éventuellement un maître, mais qui peut rester aussi apprenti à bien des égards et continuer à apprendre. Mais cette relation-là d'accompagnement, je pense qu'elle est essentielle là, au ministère. On ne peut pas simplement dire qu'on s'en va dans une faculté de théologie, on ressort avec un diplôme et ça y est, parce que c'est plus que des connaissances, le ministère pastoral. Il y a une expérience, il y a quelque chose qui relève de la sagesse, de la relation qu'on va avoir avec le peuple de Dieu, avec l'Église dans l'accompagnement, et ça ne s'apprend pas simplement dans les livres. Et je pense que c'est l'idéal d'avoir une personne pour nous y guider ou un groupe, parce qu'on n'a pas toujours juste un mentor. Alors, c'est pas mal comme ça, pour ma part, que je résumerais en gros là, l'idée à quoi sert le mentorat. Mais là, on est plus spécifique que ça. C'est plus que simplement l'idée d'avoir un mentor, mais c'est vraiment de faire un stage pastoral. Alors, si j'ai bien compris de ce qu'on discutait en introduction, Jonathan n'est pas forcément dans l'Église de grâce, et c'est par l'intermédiaire de l'Institut biblique de Genève que le stage s'est amorcé pour vous? Oui, exactement. Exactement, c'est par rapport à l'Institut biblique de Genève. En fait, quand on décide de continuer en ministère temps plein, on continue après la première année d'études. Et donc, à un moment donné, dans l'année, il y a plein d'églises partenaires de l'Institut biblique de Genève qui viennent présenter des stages pastoraux. Là, par exemple, durant mon année, on était 5 ou 6 à continuer et il y avait une quarantaine d'offres de stages de différentes églises partenaires. Ce qui permet de vraiment cibler un stage spécifique. Et moi, c'était vraiment pour ma famille, pour qu'on puisse trouver une bonne église, qui est la structure d'accueil et tout ça. Et en même temps, on peut voir le formateur quand il est sur place. Il présente le stage, on peut aller discuter avec lui, demander plus d'informations. Et aussi, il est prévu donc de venir visiter le lieu de stage et d'en comparer au moins 2. Mmh. Et donc, c'est pour ça qu'on a toute cette partie de recherche de stage, aller visiter sur place l'église, passer du temps avec les gens avant de vraiment de s'engager pour 2 ou 3 ans là-bas, sur place, quoi. D'accord. Ouais. De ton côté, donc, Levi, toi, tu t'es inscrit au MDiv, là, le Master of Divinity, donc, qui est une maîtrise en théologie, sans forcément savoir d'entrée de scène que ça venait avec un stage pastoral. Donc, tu en allais faire des études en théologie, mais tout de suite, ça vient avec dans le programme chez IRBS, qui est International Reformed Baptist Studies. Donc, comment tu as découvert finalement cette idée d'un stage pendant tes études? Ouais, ben, selon la formation à IRBS, le stage est assez intégral. C'est vraiment mis d'avant. Même quand quand le président James Rennan était venu au Québec là, pour prêcher,
on a parlé longtemps sur le stage puis à quel point c'est central. Eux autres, c'est 600 heures qui exigent de service dans l'Église, puis il y a tout un schéma, il y a des catégories des heures que je dois inscrire pour chacun des différentes tâches possibles que le pasteur va accomplir. Et c'est vraiment, vu que l'école, c'est à distance, je vais pas me déplacer à Texas, fait qu'il va toujours manquer cet aspect de relation, de communauté assez concentrée, I guess. Fait que pour servir l'Église internationale, il met beaucoup l'accent sur la stage, puis que je dois servir dans mon église locale où je suis déjà. Fait que c'est vraiment une expérience. Il y a beaucoup de structure, puis c'est vraiment une belle expérience, cette stage que je commence, là, ça fait pas longtemps, depuis le mois de septembre. Fait que quelques mois. J'ai l'impression qu'on a peut-être deux modèles là, un peu où il y a des similitudes. C'est un peu la même idée. On place un stagiaire en accompagnement avec un pasteur. J'ai l'impression que dans l'ecclésiologie réformée baptiste un peu plus stricte, c'est comme essentiel que tu sois membre de l'Église où tu vas être stagiaire, que tu sois reconnu par le Conseil des anciens dans un processus d'appel au ministère et sans forcément que ça vienne par la médiation d'une organisation académique là, qui prend en charge, mais que c'est vraiment l'Église qui forme elle-même ses ouvriers. Mais comment ça se vit, je veux dire, pour vous au niveau de la notion d'appartenance à une église? Tu es dans une autre église, Jonathan. Donc, c'est quoi le lien entre ton église où tu es puis le stage où tu fais dans une autre église avec Fred? Est-ce que vos églises respectives, comment sont impliquées dans tout cela? Ouais, en fait, c'est une bonne question parce que pour la première année où j'étais sur place et où je ne savais pas encore si j'allais continuer comme en stage pastoral, donc continuer mes études, j'étais envoyé par mon église locale en Belgique. Et une fois que j'ai terminé cette année et que j'ai choisi Grace et que je suis impliqué dans l'église de Grace, eh ben on a eu cette démarche, donc en accord avec les anciens à Grasse et tout ça, mais de simplement démissionner de mon église en Belgique et de devenir membre de l'église de Grasse. Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe en réalité. C'est que je ne sers plus dans mon église d'envoi et que maintenant mon église dans laquelle je travaille, dans laquelle je vis, dans laquelle je sers, devient ma communauté première la plus proche. Donc, c'est juste. Ouais, absolument. Ouais. Et on lui a demandé de brûler ses papiers belges et on va lui faire une carte d'identité gracieuse. C'est bon. J'avais pas bien compris à ce moment-là. J'étais sous l'impression que Jonathan fréquentait ou était dans une autre église, mais qui faisait juste le stage avec toi, peut-être parce que le pasteur de l'autre église n'était pas disponible. OK. Donc, c'est vraiment... Non, son église d'origine, elle est vraiment en Belgique. Alors, je sais que pour vous, c'est une blague parce que la distance entre la Belgique et Grasse, ça tient à l'intérieur du Québec. Mais pour nous, c'est quasiment l'autre bout du monde. Hein. Lui, pour nous, il est près de la banquise, il chasse l'ours blanc et nous, on est au bord de la Méditerranée. Donc, il est obligé de quitter. Ils sont allés pendant 1 an à Genève, dans un autre pays, et après, ils cherchent un stage et ils doivent s'intégrer pendant 2 ans du 2e cycle de l'IBG dans l'église où ils vont être formés, son épouse et lui, donc lui en tant que pasteur, mais son épouse aussi pour mesurer ce que c'est d'être épouse de pasteur. Pendant 2 ans, le but, c'est qu'ils s'intègrent dans l'église où ils sont formés, ils s'immergent complètement dans les relations, leurs enfants participent aux activités de l'église et ils deviennent membres à part entière et engagés de l'église qui les forme. Et après, normalement, l'IBG propose encore un stage disons, après ces 2 ans de stage, il y aurait un autre stage parce que l'idée, c'est qu'à la fin, pour obtenir le diplôme de pasteur au bout de 4 ans, il faut qu'il y ait, si possible,
2 expériences différentes dans 2 églises différentes avec 2 mentors différents pour essayer d'avoir une certaine richesse, un éventail assez varié d'expériences pratiques voilà, dans 2 lieux différents. Donc là, nous, on a 2 ans de stage avec Jonathan. Après, on verra, parce qu'on l'apprécie. Alors, on risque de le voir partir avec peine. Alors, on essaye de voir comment le retenir. Mais ouais. Théoriquement, d'après le cursus préconisé par l'IBG, il faudrait qu'il aille dans une autre église où il deviendrait un nouveau membre après avoir démissionné de la nôtre. On essaye d'être assez proche de ce que vous faites chez les réformés baptistes, même si on est moins rigoureux. Pour nous, quelqu'un qui vient dans une église, il démissionne de son église précédente et devient membre de l'église où il arrive, si il veut vraiment vivre en disciple de Christ. Hein, et c'est valable qu'on soit stagiaire ou autre chose. Mm-hmm. Oui, OK. Mais ça correspond bien avec l'idée de notre ecclésiologie. C'est vraiment cette un peu de notion de on appartient à une congrégation, on est redevable. Ça peut être transitoire. On peut savoir qu'on ne sera pas là ad vitam aeternam, mais que le temps où on y est, on se soumet à l'autorité en place, on intègre pleinement la structure de l'Église locale. Permettez-moi de prendre un instant pour souligner l'importance cruciale de la formation théologique. Je suis très heureux de collaborer avec la faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence. C'est un établissement reconnu pour son enseignement biblique et théologique de très grande qualité. La faculté Jean Calvin offre une formation pour préparer de futurs pasteurs, mais aussi divers serviteurs en les équipant pour répondre à l'appel de Dieu sur leur vie. Que vous envisagiez le pastorat ou souhaitiez simplement approfondir votre compréhension de la Bible, de la théologie, des langues bibliques et de l'histoire du peuple de Dieu, je vous recommande vivement les programmes de la faculté Jean Calvin. Ils sont disponibles aussi bien sur le campus dans la magnifique région d'Aix-en-Provence que via la formation à distance, offrant une flexibilité optimale. Si vous voulez en savoir plus, consultez le site facultéjeancalvin.com. Peut-être justement, on peut commencer à rentrer plus en détail sur qu'est-ce qui se passe concrètement lors d'un stage pastoral. Comment vous faites le ministère? C'est quoi les tâches qui sont demandées spécifiquement? Moi, une chose qui m'a beaucoup aidé, c'est que IRBS nous donnait un document qui nous disait exactement qu'est-ce qu'il s'attendait qu'un stagiaire doit avoir. Donc, il y a plusieurs aspects. Je vais laisser Levi peut-être décortiquer tout ça parce que sinon, je vais tout lui voler ce qu'il avait préparé pour répondre. Donc, Levi, peux-tu nous dire justement qu'est-ce qui est attendu concrètement d'un stagiaire? Ouais, fait que être stagiaire, surtout au travers RBS, là, comme j'ai dit, il y a une structure assez intense, là, pas intense, mais c'est entre autres, c'est pas juste la formation théorique, mais il y a vraiment des tâches qu'il faut accomplir. Il y en a 9 catégories qu'il faut qui soient toutes cochées là, au cours de, pas juste nécessairement une année, mais au cours du durée du stage, là, la prédication, administration, visiting, counseling, etc. Fait qu'il y en a plusieurs. Et ce ne sont pas nécessairement juste des tâches que j'aurais faites si j'étais juste membre de l'Église, mais ce sont des tâches en haut d'être membre normal, I guess. Mm-hmm. Et il exige aussi des rencontres de menteurs avec Pascal, autant qu'on peut trouver planifier le temps. Là. Souvent, ça se fait à peu près une fois par mois, dépendant de l'horaire. Ouais, il faut... Je sais pas quoi d'autre dire, là. En fait, ils nous disent pas exactement le nombre d'heures qu'il faut que tu fasses dans chaque catégorie, mais ça va dire qu'un pasteur va, par exemple, passer beaucoup de son temps à prêcher, à préparer des sermons et à enseigner. Il y a donc tout le côté de toucher à l'administration. Oui, les visites, il exige de faire du ministère auprès des jeunes,
ministère un peu style international, immersion dans un contexte là, différent du sien, voyage missionnaire ou un ministère qu'on fait concrètement auprès d'une catégorie de gens, que ce soit une population carcérale ou des aînés ou des sans-abri. Donc, de s'impliquer aussi dans ce genre de choses-là. Je ne les connais pas non plus par cœur, les 9, mais donc, il doit rapporter sur les 200 heures par année, donc 600 heures en tout sur les 3 années de formation théologique. Nommer le nombre d'heures qu'il aurait fait pour chaque chose. Bien sûr, ça doit refléter à peu près ce qui vient en priorité dans la tâche d'un pasteur, des choses qu'on va faire avec une plus grande consécration que d'autres. Voilà, donc de votre côté, ça ressemble à quoi le travail d'un stagiaire? Ouais, ouais, non, c'est chouette, mais c'est différent de ce que Levi fait, je pense, parce que à mon avis, la grande différence, c'est que lui, il est à distance avec son institut de théologie, sa faculté. Et donc, du coup, à mon avis, il y a un pointage d'heures qui est beaucoup plus strict pour vérifier que, voilà, il soit pas dans la nature ou livré à lui-même. Et que nous, en fait, moi, je reviens par session de 2 semaines à l'Institut biblique de Genève, et où là, j'ai à chaque fois un entretien avec le directeur. Et donc, on fait le point sur le stage, sur ce que je fais. J'ai dû livrer mon emploi du temps. Et puis, par exemple, cette semaine, j'ai quelqu'un qui vient de l'Institut biblique de Genève faire une visite de stage sur place. Et on va passer à peu près une journée complète ensemble. On va discuter tous les deux. Et puis, il va voir aussi Fred. Il va voir le contexte dans lequel je vis. Et donc, il y a une genre de vérification de cette façon-là. Et aussi des évaluations semestrielles. Ouais. Hein, c'est ça? Que toi et moi, on doit remplir. Ouais, qu'on doit remplir, et on en discute tous les deux. Et on débriefe aussi avec le directeur de l'IBG. Donc, moi, vraiment, le but, c'est de suivre Fred un peu comme son ombre, on va dire, si je caricature. Il était à Toulon ce week-end. Enfin, c'était Ouais, pas c'est ce ça. week-end. Ouais. C'était Si, à le week-end Toulon. dernier. Le week-end dernier, qui vient de passer, là. Ouais, c'est ça. On était bien à Toulon. Ouais, Ouais. t'étais à Toulon. Non, mais c'est parce que comme c'est diffusé plus tard. Ah ouais, Ouais, ça- au moment où on enregistre, le week-end dernier, on était à Au Toulon. moment où on enregistre, c'était à Toulon. Et donc, moi, je le suis. Voilà, il a partagé un temps avec les jeunes adultes. Il a fait une formation au matin sur l'île de Samuel, puis une prédication, puis on a visité une implantation d'église, puis on a partagé un repas fraternel le dimanche. Mais dans tout ça, je l'ai suivi, et c'est des choses que j'aurais pas faites non plus de moi-même. Et d'un autre côté, moi aussi, je m'occupe de l'enseignement du groupe jeunes adultes de l'église de Grasse. Je m'occupe d'un groupe de maison. Je m'occupe aussi de faire les présidences, prédications. Je vais aussi avoir la chance d'aller faire de l'aumônerie dans une prison avec un frère de l'église. Donc, plein de choses qu'un pasteur fait. Et j'essaie de découvrir la polyvalence, en fait, du métier. Alors, quand on n'est pas dans le ministère, on se demande qu'est-ce qu'un pasteur fait de sa journée, en fait. Mais une fois qu'on est à l'intérieur, on voit que c'est bien rempli, et que le stage, il n'est pas de trop, en fait. Hein. C'est vrai qu'il y a des gens qui s'imaginent qu'un pasteur, en dehors du dimanche matin, il fait la sieste et il mange du chocolat, mais c'est pas vraiment ça. J'aime bien comment tu le décris, Jonathan, en parlant de la polyvalence du ministère, parce que voilà, il y a beaucoup de choses différentes. Là, on est des administrateurs, des dispatchers, des techniciens, des enseignants, des psys pratiquement aussi. Fred, qu'est-ce que tu dirais qu'il faut prioriser? Est-ce qu'il faut prioriser finalement quelque chose, se concentrer surtout sur un aspect plus que les autres, sans rien négliger, là, on comprend cela, mais est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu penses qu'un mentor doit prioriser dans la formation d'un stagiaire? Moi, j'essaye de montrer de façon réaliste à Jonathan qu'est-ce que c'est la vie d'un pasteur, parce qu'il est en train de réfléchir, et bien sûr avec une partie où il a déjà un appel pour ça, mais qu'est-ce que ça va représenter pour lui de devenir pasteur quand il va devoir assumer ça?
Et donc, j'essaie de lui montrer en étant le plus transparent possible. Donc, une fois par semaine, il vient chez moi, il passe toute la journée avec moi, de 10 heures du matin jusqu'à 21 heures, 22 heures. On termine avec une réunion de prière à l'église. Donc, c'est le mardi en général quand on peut faire ça. Et puis après, il y a d'autres moments où on se rencontre dans la semaine pour des activités, mais on essaye de parler, d'échanger, de tout ce qui est important. Alors évidemment que je vais avoir tendance à lui partager surtout les choses qui me semblent importantes et qui sont au centre de notre vie d'église. Ça veut dire qu'avec Jonathan, on parle souvent de doctrine, on parle assez souvent de confession de foi, parce que pour nous, on est attaché à cette notion-là et que la vie d'église, elle se pense à partir d'une base biblique réfléchie, solide. Mais on va aussi parler de choses pratiques, comment on gère, comment on peut faire un projet, comment on continue de gérer quelque chose qui existe depuis longtemps et qu'on doit faire évoluer en douceur. Il y a voilà, tous les aspects pratiques. Et après, comment on prépare une activité ponctuelle. J'essaye de donner des conseils, sachant que la bonne manière de faire n'est pas nécessairement la mienne. Il a eu des profs aussi à l'Institut. Il continue d'avoir des séjours à l'Institut tous les trimestres, 2 semaines. Il voit des collègues, il voit d'autres professeurs, etc. Et c'est la formation que propose l'IBG avec ce caractère en alternance est assez précieuse de ce point de vue-là. Ça veut dire qu'il a à la fois des choses sur place et il est en contact avec le reste de sa promotion et des autres années qui sont formées à l'Institut avec d'autres pasteurs, et en même temps, il vient confronter sur place avec moi. Donc, il y a des choses qu'il va voir dans la vraie vie, mais ça ne veut pas dire que la seule manière d'être pasteur, ça va être d'imiter Fred. Moi, ma ressource, c'est d'essayer de lui montrer tout ce que je fais, et évidemment que la façon de lui montrer cela, ça va suivre les priorités qui sont les miennes. Donc, je ne vais pas inventer une autre grille de lecture que celle qui est la mienne depuis que je suis pasteur et que je l'ai affiné. Et puis après, ce sera à lui, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, de faire le tri et de voir ce qui correspond à sa personnalité, à son appel et au poste que le Seigneur lui confiera ensuite. Ben, je pense que je vais avoir besoin d'un stage pastoral avec Fred Bican pour savoir comment on fait on dirige et on préside un stage. Surtout, là, je vois Levi qui entend ça puis il se dit « Ouais, mon mentor n'est pas aussi investi et engagé. Je lui demande un appel de temps en temps. » Nous, c'est un peu différent. Là. C'est comme, juste pour clarifier, Jonathan, comme tu es à temps plein faire le stage pastoral, hein? Ouais. Ouais? Oui. Ouais. Moi, je travaille à temps plein. Fait que c'est de côté que je fais des choses pour l'Église. Comme formation, là, je suis ingénieur mécanique. Je travaille à la maison, heureusement, mais ça donne que ça occupe au moins 40 heures par semaine déjà. Fait que c'est entre autres des réunions de soir là, ou les enseignements. Je fais ça tôt le matin, souvent, là, même avant de commencer à travailler. Moi, mes études, ça va. En théorie, c'est 3 ans si c'est à temps plein. Mais ça va. Au rythme que je fais mes études, là, ça va être 5, 6, 7, peut-être. On va voir, là. Non, c'est ça. C'est courageux, hein, parce que tu travailles à temps plein, plus tu te formes et tu sers dans l'église. Donc, c'est bien. Nous, c'est ce qu'on appellerait au niveau. Il y a cette formation-là à l'IBG qui existe. Ils appellent ça bivocationnel. C'est des gens qui ont un emploi et qui veulent se former tout en continuant de travailler parce qu'ils vont pas forcément à terme être à la charge de l'église ou à temps plein, mais à temps partiel. Et c'est utile. Et c'est aussi quelque chose qu'on apprend à valoriser en France pour diversifier la formation parce qu'il manque de personnes qui se forment. Mais c'est vrai que le rythme donc est très différent. Moi, je peux me permettre ça parce que Jonathan, dans toute sa semaine, il doit se préoccuper de sa famille, des cours à l'IBG et des devoirs qu'il doit continuer de rendre. Et après, le reste du temps, c'est l'activité dans la vie de l'Église. Voilà, on n'est pas au bout de la première année. Il a déjà prêché plusieurs fois, dirigé des présidences, parce qu'il a le temps pour le faire. C'est sûr que s'il était dans ta situation, on ne suivrait pas ce rythme-là. Ouais. Non, c'est bon qu'on ait 2 modèles. Enfin, deux modèles qui sont très similaires sur bien des points, sur les convictions communes, sur comment on doit former un ouvrier, mais en même temps avec des réalités différentes. Donc, le stage, tantôt vous avez mentionné qu'il reste 2 ans, mais est-ce que donc
est-ce qu'il y a un nombre d'heures qui doit être investi? Nous, on a parlé qu'on a comme 200 heures par année que Levi doit faire. Donc, tu sais, s'il prêche, par exemple, on va dire, il prépare un sermon, ça lui prend 10 heures, ou je pense que son premier sermon lui en a pris 40. Donc, il calcule toutes les heures de préparation, en plus du temps où il va prêcher. S'il préside, ben, c'est aussi le temps de préparation. Est-ce que vous calculez un nombre d'heures comme tel? Quand est-ce qu'on sait là, que je sais pas, le stage a été accompli? Il y a une grille qui est fournie par l'IBG, qui est indicative et qui nous dit à peu près tout ce qu'on doit travailler et globalement le temps à y consacrer. Mais comme on essaye de mettre le stagiaire dans la situation de vie réelle, moi j'essaye de lui appliquer une grille d'activité qui tienne compte du travail qu'il doit faire, qui est académique, qui n'est pas géré par moi, hein. Le travail académique, moi je peux lui donner des conseils, l'encourager, mais il va suivre les cours à l'IBG dans les séances intensives et va devoir faire des devoirs. Donc ça, c'est du travail durant lequel qu'il doit intégrer dans sa semaine de travail. Donc il y a un temps qui est consacré à ce travail académique, mais le reste, l'ensemble, on va dire que clairement, on essaye de réfléchir à s'il était pasteur dans l'Action biblique à Grasse, combien de temps il consacrerait à la vie de l'Église et de calquer ça avec sa vie de famille et de voir comment ça fonctionne. Donc, grosso modo, un pasteur de l'Action biblique, on va lui demander d'être actif par semaine entre 45 et 50 heures. Voilà. Alors, c'est pas toutes les semaines de cette manière-là, mais voilà, ça semble une moyenne raisonnable. Plus, je dis pas que ça n'arrive jamais plus. Moi, ça m'arrive de faire bien plus que 50 heures, mais c'est pas très raisonnable et ça doit pas être le rythme habituel. Et puis, ça peut arriver de faire un peu moins de 45 heures ou de 40 heures. Il y a des semaines où on va être en repos, etc. Mais disons, c'est une moyenne raisonnable de travailler à peu près sur cette grille-là. Et donc, voilà, si on devait faire une évaluation horaire, c'est arriver à ce volume de travail-là chaque semaine en faisant rentrer dans la semaine tout ce qui fait la vie d'un pasteur normal. Hein, voilà. De toute façon, j'ai une grille horaire que j'avais essayé de constituer au début de l'année. Donc, voilà, qui est par semaine, c'est très différent. Je pense que l'IBG, il demande au minimum 35 heures, mais ça, c'est le minimum du minimum. Je pense que ça n'arrive jamais. Et il demande aussi de consacrer 7 ou 8 heures par semaine pour les travaux de l'IBG, donc les devoirs préparatoires, les lectures et les devoirs finales qu'on a à rendre. Sinon, par exemple, le week-end à Toulon, c'est toutes des heures de travail, quoi. On a passé un week-end à l'extérieur. Donc, on a passé 40 heures de travail sur 3 jours. Ouais. Il y a une grille théorique, mais il y a aussi la confiance. En général, le pasteur qui glande, je vais dire ça comme ça, on le voit vite, donc on ne peut pas se cacher. Hein. Ça existe glander au Québec ou... En masse. Oui. Je pense qu'on comprend ce que le mot veut dire. Qui perd son temps. Et fainéant, ouais. Ne rien faire. Tu pourras couper au montage. Non, il ne coupe pas, tu vas finir dans le bêtisier. Non. Et je garde même des extraits comiques à l'intérieur du corps de l'émission. Mais c'est bien, c'est un bon engagement, ce qu'on voit. Hein. En fait, on sent vraiment que c'est une vocation parce que le ministère pastoral, si on l'approche juste dans une logique un peu professionnelle comme d'autres types de travail, je pense que c'est pas la bonne grille. On peut bien sûr essayer de rémunérer à sa juste valeur le ministère, sauf que on n'est pas là dans une logique où on calcule les heures puis on veut être rémunéré pour chaque heure qu'on fait. Et puis, un stage ne devrait pas non plus refléter cette notion de calcul, mais c'est vraiment un engagement où on sert sacrificiellement toute notre vie. Mais justement, en comparant un stage séculier avec un stage dans l'Église, généralement, les stages dans un domaine séculier vont être rémunérés. Dépendamment de quel le niveau de formation où est rendu le stagiaire et qu'est-ce qu'il peut accomplir, mais il va être une plus-value souvent pour l'entreprise donc c'est un stage où il est payé ou payé en partie.
Donc, est-ce qu'un stagiaire devrait être rémunéré? Levi, tu penses-tu qu'on aurait dû te mettre sur notre budget qu'on vient d'adopter? Bah, c'est une question un peu dure à répondre. Là. Je connais bien la comptable qui sait bien les finances. Fait que Mhm. c'est ma femme qui le fait. Euh, au niveau de la rémunération, ça dépend vraiment de la contexte. Tu sais, moi, j'ai accompli plusieurs stages d'ingénieur pour des compagnies auxquelles j'étais rémunéré, mais c'est parce que je faisais des tâches comme concrètes, là. Je construisais de quoi, des designs, là. Fait Mhm. que dans ce contexte séculier, ce serait injuste que je ne sois pas rémunéré. Mhm. Par contre, dans le contexte de l'Église, euh, même avant que j'ai commencé mon stage officiel, je faisais déjà plusieurs tâches, assistance à la technique, là, ou le ménage, je sais pas quoi d'autre, là, mais des choses de bénévolat que des membres d'église peuvent faire, devraient faire même. Ouais. Je sais pas, j'ai pas une réponse Mhm. complète, là. Ouais. Si un stagiaire investissait dans une semaine complète de travail, peut-être au moins Mhm. s'assurer qu'il est confortable, qu'il ne Ouais. plie pas dans ses économies pour vivre, pour survivre même. Mais, Ouais, je pense que ça dépend des contextes, effectivement, des églises elles-mêmes, et puis ce qui va être demandé, et ce que l'Église peut se permettre, et c'est quoi la situation du frère. Mais tu as raison de rappeler qu'une Église peut pas rémunérer tous ceux qui servent. En fait, l'Église compte sur les bénévoles, qui sont des gens qui aiment le Seigneur, qui servent librement, en même temps que l'ouvrier mérite son salaire. Donc, il y a comme cet équilibre entre les deux. Paul qui servait sans rémunération, librement, mais c'est pas parce qu'il s'oppose au principe. Je pense que chaque situation peut être différente. Je ne sais pas là, si vous êtes à l'aise d'y répondre. C'est peut-être un peu délicat là, de vous Non, lancer. non, on peut y répondre, hein. Il n'y a pas de souci. Nous, on considère la situation de Jonathan et de sa famille est différente de celle de Levi, c'est-à-dire Jonathan, il a quitté son pays, son travail, il a démissionné, et pendant un an avec son épouse, ni lui ni elle n'ont travaillé. Ils se sont formés donc sur place en internat à l'IBG, et puis ensuite ils partent encore dans une autre région, dans le sud de la France, donc ici pendant 2 ans. Et en fait, quand on va présenter les lieux de stage à l'IBG et qu'ensuite on réfléchit avec les stagiaires qui sont intéressés, on fait une espèce de budget prévisionnel et on essaye de poser dans une case toutes les dépenses normales pour une famille et dans une case toutes les recettes, tout ce qui va rentrer. Et on voit avec les stagiaires et les moyens dont eux disposent et dont nous disposons, s'ils peuvent vivre décemment, parce que ce serait une absurdité et un crime de demander à quelqu'un de tout quitter, puis de l'amener dans une situation de vie où il n'aurait pas de quoi vivre, ni lui, ni sa famille. Donc, il se trouve que nous, on a trouvé une situation qui me semble correspondre à la situation de Jonathan et de son épouse Sophie et de leur fille. Et puis, en attendant que Sophie ait trouvé du travail, ce qui s'est produit le mois dernier et qui améliore un petit peu leurs conditions, bah, ils avaient une part qui venait de leur soutien personnel, une part d'économie propre, et puis aussi une part qui venait soit d'associations qui donnent des bourses pour la formation, notre union d'église, l'Action biblique France aussi, qui a donné une petite bourse, et l'église qui fait en sorte qu'elle assure le minimum convenu pour être sûr que la famille va avoir de quoi vivre. Voilà. Et donc, tout ça, finalement, ça se décide en se réglant en fonction des besoins de la personne. Si Jonathan avait été célibataire ou s'il était seulement en couple sans enfant, il y aurait sans doute un réglage différent qui aurait été mis en place. Aussi, nous, on est dans une région où l'immobilier est extrêmement cher par rapport au niveau de vie moyen français. La Côte d'Azur, c'est plus cher que dans d'autres régions. Donc, voilà, je sais pas, pour vous donner un ordre d'idée, le SMIC, ça veut dire le salaire minimum. Pour quelqu'un en France, c'est 1300, un peu plus de 1300 euros net dans la poche. Mais un logement pour Jonathan, Sophie et sa famille, au minimum, si on en trouve un, c'est entre 1100 et 1200. Donc, tu vois bien, si on embauche quelqu'un et puis que ce qu'on lui donne, ça sert juste à payer son logement, donc il faut qu'on calcule
quels sont ses autres moyens de revenus, est-ce qu'il y a un salaire complémentaire de son épouse ou pas, et puis qu'ils aient de quoi vivre, parce que sinon, on ne serait pas raisonnable. Oui, tout à fait. Ouais, nous, on est un peu plus, c'est ça, dans le modèle où Levi n'est pas comme embauché par l'Église. Il m'assiste, mais c'est vraiment sur un plus long terme, très progressif. Et je pense qu'il n'est pas exclu éventuellement à mesure que l'appel de Dieu se dessine, que l'Église croit, qu'on puisse embaucher éventuellement une personne pour m'assister. Quoi qu'on rémunère néanmoins nos prédicateurs, donc on ne lui demande pas de tout faire pro bono. Mais oui, c'est ça. Je pense que c'est bien de considérer chaque vocation individuellement à la pièce en tenant compte de l'ensemble des facteurs qui ont été mentionnés. Oui, si je peux ajouter une dernière chose, là, c'est comme dans mon contexte, vu que je travaille déjà à temps plein, j'ai pas forcément besoin de rémunération supplémentaire pour nous supporter. Avec ma salaire puis la salaire de ma femme, on serait bien correct. On ne serait pas en manque là, du tout. Mm-hmm. Oui, on ne voudrait pas faire de vous là, les Joel Osteen. Formidable si les réformés baptistes se mettent à former des pasteurs de la prospérité. Alors là, vous allez perdre. C'est ça. Exact. En terminant, j'ai une question pour nos deux stagiaires. Qu'est-ce que vous attendez de la part d'un mentor? C'est quoi donc vos attentes spécifiques? Jonathan? Ouais, justement, j'en discutais au matin avec Fred. Je relisais là, l'épître à Timothée et Tite. Et je remarquais que la seule compétence, c'était l'enseignement. Et toutes les autres qualités d'un ancien ou d'un conducteur, c'est du caractère, c'est l'homme, c'est son âme, c'est son cœur, c'est qui il est. Et moi, j'attends, en fait, plus que de voir un super pasteur qui fait plein de choses, je veux juste voir un homme avec ses faiblesses, avec ses forces, avec ses qualités, qui s'appuie sur le Seigneur, parce que c'est ça que je vais devoir faire plus tard en étant pasteur. C'est apprendre à m'appuyer sur le Seigneur, de voir une certaine vulnérabilité aussi chez son formateur, c'est important parce que c'est rassurant pour nous et ça nous met en confiance dans le sens où on n'a pas un super niveau à atteindre physique, d'abattre du travail, mais vraiment de compter sur Dieu. Il y avait ce verset que j'ai lu justement dans 2 Timothée 3, verset 10. Et voilà, moi, quand je suis Fred, voilà ce que je me dis, tous les domaines dans lesquels j'aimerais apprendre et le suivre. Je lis, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Donc c'est le voir dans les moments de victoire et le voir dans les moments où il souffre, où il se fait attaquer de l'intérieur, où il se fait attaquer de l'extérieur et voir comment il réagit. J'observe mon formateur dans tous ces domaines-là et j'essaye d'imiter en fait ce qu'il fait et comment il réagit et comment il s'appuie sur le Seigneur. Et c'est ça en fait la pratique, enfin le stage, il est indispensable dans ce sens-là. On n'apprend pas ça dans les livres. On apprend ça en vivant à côté d'un homme qui est près du Seigneur. Voilà, donc porter les regards sur ceux qui sont les imitateurs de Christ pour les imiter. Merci, c'est des bonnes remarques. Levi, je prends des notes, vas-y. Ouais, ce que j'avais planifié à dire, c'est à peu près la même chose, quand même très similaire. C'est-à-dire que, comme Steve Lawson dit souvent, la prédication, c'est quelque chose de plus attrapé qu'enseigné. C'est-à-dire qu'il faut observer. Fait que je t'observe très, très précisément, Pascal. Puis plusieurs pasteurs que j'écoute ou que je vois parce que
c'est toute une vie, c'est un style de vie, là, être pasteur, c'est pas quelque chose qui est de 9 à 5, là, comme mon autre emploi d'ingénieur, là, quand je fais mon ordinateur, c'est fini. C'est pas du tout pareil dans le ministère, il y a de quoi qui continue toujours, là. Mais une chose que j'aime, auquel je m'attends, c'est comme un dialogue ouvert. C'est-à-dire juste d'entendre la manière que tu analyses les différentes situations, que tu perçois des choses. Pas nécessairement je dirais que des critiques ou des suivis d'une formation, prédication que j'ai fait, mais de la manière au travers de ton expérience, que tu analyses des situations. Je pense justement en fin de semaine, là, on a eu une rencontre pastorale, puis on a eu des longues discussions sur comment la famille s'intègre dans le ministère, puis même différents conflits qui sont présents dans notre Église, mais de voir, d'entendre la sagesse du pasteur dans ces sortes de situations. Donc, pas des choses qui peuvent être écrites, ce sont juste des choses qui peuvent être dites à l'oral, en enseignant, en parlant. Mhm. Ouais, et si je peux ajouter que c'est vrai que dans le choix du stage, c'est choisir un formateur avant tout. Quelqu'un, en fait, avec qui on peut s'identifier, si j'ai une famille avec des enfants, bah, j'aimerais que moi, mon formateur, il ait vécu au moins une vie de famille, qu'il ait eu des enfants, que je puisse lui poser des questions et puis bénéficier vraiment de l'expérience qu'il a, de 25 ans de pasteur et tout ça. Donc, ça, comme tu dis, l'éveil, ça s'apprend pas dans les livres. C'est l'expérience de la vie. Voilà. Exact. C'est la sorte d'informations qui peuvent être la plus pertinente. Là. Ouais. Ouais, moi, mais on n'a pas d'enfants jusqu'à maintenant, mais on en prend des notes là pour comment les gérer. De temps Tu à t'as autre. peut-être fait avoir 4 enfants alors, Levi? Ben, de temps en temps, on leur en prête un ou une ou deux ou trois. Ouais. D'ailleurs, quand on ira chez vous, on va peut-être les recruter là, comme parents stagiaires. Ah, pas mal ça. Ouais, ça fera plaisir là. Moi aussi, je pourrais se passer les miennes quand même. Non, moi ça va. Je suis vacciné, c'est C'est bon. bon. Non, mais je plaisante, bien sûr. Et moi, j'ai une question, Pascal. Toi, c'est la première fois que tu suis un stagiaire? Ouais. Voilà, c'est effectivement une nouvelle expérience et pour être franc, c'est quelque chose que j'appréhendais un petit peu. Moi, ça va assez bien quand je m'occupe juste de moi. En fait, je dois, à mesure que notre Église grandit, il y a plus de ressources finalement parce qu'il y a plus de dons, mais c'était un peu un défi pour moi d'apprendre à coordonner, à diriger pour que l'ensemble des serviteurs que le Seigneur envoie à son Église puissent servir. Et pour ça, il faut les accompagner. Et donc, l'idée aussi de prendre en charge un stagiaire et partir à zéro, je n'aurais pas su par quel bout prendre ça exactement. Alors, j'étais très reconnaissant qu'on ait le partenariat avec IRBS parce qu'il nous donne un petit peu le plan de ce qui est attendu, à quoi ça devrait ressembler, le genre d'accompagnement, les rencontres, la fréquence. Il faut décrire à peu près ce qu'on entend faire au cours de l'année en cours. Et puis, chaque année, on peut faire une petite mise à jour de notre suivi, comment on va l'employer. Mais donc, ça me force à être intentionnel, à réfléchir sur c'est ça, comment je vais l'employer. Mais avant que tout ça arrive, Levi et un autre frère de notre Église qui s'appelle Daniel, que vous devriez voir aussi prochainement à Coram Deo. Mais ceux qui suivent la chaîne l'ont déjà entendu prêcher. Pinel. Oui, voilà. Tous les deux m'avaient demandé des rencontres de mentorat. Donc, il avait lancé des idées. On pourrait peut-être lire un livre de théologie. On se rencontre, on en discute. Et puis, on a mis ça en place. Mais surtout, ce qu'on fait, c'est des dîners occasionnels après le culte avec nos épouses. Et puis, d'avance, on détermine un sujet
qu'on va aborder, qui touchent au ministère pastoral, mais à toutes les ramifications aussi. Donc, Levi disait que dimanche dernier, on discutait de la famille, mais plus spécifiquement, c'était l'épouse du pasteur, sa place auprès de son mari, qu'est-ce qu'elle peut vivre. Donc, j'ai laissé mon épouse aussi intervenir beaucoup pour cette session-là. Puis ça nous a amené à parler de tout l'impact du ministère sur la vie de famille, puis la famille qui sert. Alors, pour moi, de le faire de façon un peu plus informelle, comme vous l'avez décrit vous aussi, que c'est une relation, tu accompagnes Fred, vous développez une amitié fraternelle où il y a des échanges, où on discute du travail chemin faisant. C'est pas comme quelque chose de magistral où il faut tout préparer notre cours de mentor. Mais c'est simplement d'être ensemble. Ça me plaît beaucoup, cette approche-là. Alors, jusqu'à présent, ça se passe très bien avec Levi et avec Daniel également. Donc, voilà. Génial. Ouais, et je crois qu'au-dessus de tout ça, il y a les situations que Dieu envoie pour nous former au-dessus, un peu comme si voilà, tous les événements de l'année qui se déroulent nous servent dans notre formation, en fait. Parce que c'est la vie d'église, et puis on termine comme ça, quoi. Comme tu dis, c'est pas magistral. Ouais, exact. Ouais, tout devient un outil entre les mains de Dieu pour nous former. Et les épreuves incluses, d'ailleurs, c'est pour ça que le Seigneur nous dit de rendre grâce, qu'elles sont utiles, qu'elles produisent une persévérance et un fruit. Alors, c'est très bien. Merci à chacun de votre participation. On change légèrement de propos pour vous parler d'une visite cet été. J'ai mentionné là, rapidement dans l'émission que je serai chez vous à Grasse. Mais donc, Fred, tu veux peut-être en dire un mot. Je n'ai pas les dates par cœur, mais comme tu sais un peu là, qu'est-ce qui s'en vient, est-ce que tu peux l'annoncer? Bien sûr. Alors, à la fin du mois d'août, il y a Pascal et Caroline qui vont rejoindre le vieux continent. Et donc, on va les accueillir à Grasse. Et ensuite, après un temps à Grasse, avec probablement, donc, indépendamment du fait il va apporter la parole le dimanche matin, on va essayer de voir si on peut faire une petite rencontre, sachant qu'au mois d'août, il y a beaucoup de gens en vacances, mais on va essayer de faire de notre mieux pour faire quelque chose de sympathique et en même temps où on profite de Pascal, d'avoir Pascal Denot, ça vaut le coup vraiment de faire un effort pour organiser quelque chose de sympa. Et puis ensemble, on fera ensuite Théo Sud avec Sam Perez. Ça, on avait eu l'occasion d'en parler dans un Coram Deo précédent. Hein. C'est lui qui a fait... avait coordonné aussi les ouvrages auxquels Pascal et moi on a contribué récemment hors contexte. Voilà, donc Sam Perez, il est directeur d'un camp au mois d'août qui s'appelle Théo Sud, qui s'adresse aux jeunes adultes en priorité, les 18-35. Et Pascal et moi, on sera orateurs dans ce camp, et ce camp va décliner en fait pendant la semaine d'enseignement l'épître aux Colossiens. Donc on va suivre cet enseignement-là, et ensuite Pascal va poursuivre son périple à travers l'Europe jusqu'à la Suisse alémanique et les brouillards du Nord. J'ai très hâte, très hâte. J'ai eu un petit séjour là en France l'an passé, mais ça a été comme un marathon, là, Paris, Lyon, puis retour à Montréal. Mais là, on devrait passer un peu plus de 3 semaines sur le vieux continent. On va essayer de visiter des amis, certains des amis que je n'ai jamais rencontrés, qui sont des amis par le biais des réseaux sociaux. Voilà, donc j'ai bien hâte. Dieu voulant, là, quand l'itinéraire sera plus précis, je l'indiquerai publiquement. Comme ça, s'il y en a qui sont des auditeurs de Coram Deo qui pourraient venir lors d'un culte ou d'une conférence publique, ça me ferait grand plaisir de vous y voir. Alors, je veux vous remercier chacun aujourd'hui, Levi, Jonathan et Fred, pour votre participation et vos propos sages. Ça a été très encourageant de vous entendre. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Et je peux ajouter quelque chose ou... Oui, vas-y. On a encore C'est quelques aussi secondes. Que le 5 juin, le mercredi 5 juin 2024, il y a une porte ouverte à l'Institut biblique de Genève pour tous ceux qui voudraient avoir un aperçu ou se former pendant 1 an ou plus
c'est porte ouverte, donc c'est sur place à l'Institut biblique de Genève à partir de 8h30. 5 juin prochain, donc c'est tout bientôt parce que je vous ai dit que ça sortait quand? Ça, le 27 mai. Alors, porte ouverte à l'Institut biblique de Genève. Merci, Jonathan, pour l'info. Si tu y penses, envoie-moi le lien. Je le mettrai dans la description. Je vous rappelle que les différentes choses qui ont été mentionnées, le livre recommandé ou un lien pour soutenir l'épisode sont dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Vous pouvez donc visiter tout cela. Et la semaine prochaine, je suis reçu à Coram Deo, Dieu voulant, par Raphaël Charrier pour la sortie de Disciples aujourd'hui. Il devrait être déjà sorti avant l'émission, mais ça sera la sortie officielle à Coram Deo pour le livre Disciples aujourd'hui. Voilà, et donc je ne pouvais pas là, donc, m'interviewer moi-même. Alors j'ai demandé à Raphaël, qui a écrit la préface du livre sur le discipulat, puisqu'il en avait publié un avant moi et plus volumineux et que j'avais bien aimé. Et je trouve que ça faisait une bonne paire de mettre les deux ensemble. Donc, ces deux ouvrages-là, Vivre pour Christ et Disciples aujourd'hui, eh bien, c'est Vivre pour Jésus. Hein. Je pense que j'ai dit Vivre pour Christ. Là. Oui. Et donc, c'est Raphaël qui devrait animer le prochain Coram Deo. Alors, sur ce, je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vous dis à la semaine prochaine. Et comment tu prononces ton nom de famille? Pierson. Pierson. OK. Je ne sais pas certain si ça sonnait à la lecture anglais. Anglophone, ouais, je sais. Ça m'a jamais traversé l'esprit, mais que c'est quand j'ai rencontré des Suisses et des Québécois, ils m'ont dit ça. Ouais. Ils voulaient prononcer Pierson. Ouais. Comme ça, il peut faire croire à tout le monde qu'il est suédois ou... Ouais, c'est en fait, ça. Non, il est wallon. Nord-américain. Ouais, ça fait fils de Pierre. Donc, ouais, je pensais que c'était Pearson. Donc, Pierson. Heureusement que je suis un petit peu français là, dans mon parler, parce que c'est sûr, si tu avais eu un gars comme Gaétan Brassard ou Yannick Etier pour faire l'émission, il t'aurait présenté comme Jonathan Pearson. Oh, trop bien, ça sonne bien. Tu peux, hein? Ouais. Attends, on va t'envoyer la liste des livres qu'il a écrits. Il a travaillé avec Donald Carson. Ouais, c'est ça. Pearson, c'est bon. D'ailleurs, c'est vrai, à l'IBG, il m'appelait Don Pearson. Donc ça, nous, la conférence d'Évangile 21, elle a lieu... C'est le 27 mai qui sort, celui-là. Ouais. Il sort après, il sort fin mai. Ah zut, ouais, non, la conférence Évangile 21, c'est mi-mai. C'est ça, ouais, hein. c'est ça. Ouais, c'est là. C'est du 8 au 11 mai. Ouais. Ah ouais, donc toi, ça va sortir après, hein, c'est ça? Alors, je te demande comment ça a été la conférence d'Évangile 21? Ça a été génial, on a vraiment beaucoup aimé l'apport des Québécois, c'est excellent. Je me suis régalé avec Yannick Etier. En fait, j'ai même pas besoin de mentir, parce que la fois dernière, c'était déjà excellent. C'est bon. Et si on bafouille, il coupe? Non, au contraire, il le met dans le bêtisier. Il va bêtisier. J'ai jamais été jusque-là. Depuis que ça tourne, en fait, il enregistre tous les trucs qu'on a dit, ça finit dans le bêtisier. Ça aussi, là? Tout. Enfin, il n'y a pas de petits points rouges. Il choisit les bons moments. Ouais, ça passe vite, hein. Ouais, ça passe vite. Est-ce que là, on n'a pas mélangé dans la deuxième... Ouais, mais en fait, il t'envoie des questions, après, il les suit pas, alors. Ouais, tu nous as tout de suite orienté sur comment ça se passe chez vous, alors mais c'est pas grave, c'est bien. C'est quoi que j'ai sauté transition. En fait, sur YouTube, en vidéo, il n'a pas le droit de mettre un extrait musical à cause des droits, mais par contre, en podcast, il y a un tune de transition vers la fin. Et Bob Crosby, c'est un chant de votre église, ça? Non, c'est... Notre répertoire est un peu plus vieux encore. On peut l'écouter? Ouais. Je connais bien la région. J'aimerais bien retourner. N'est-ce pas, Pascal? Je pourrais amener un stagiaire. Oui, là, ce que je dis pas publiquement, c'est que c'est... on fête notre 20e anniversaire de mariage. Fait que c'est un peu un voyage aussi là, pour... En amoureux. En amoureux, mais tu tiendrais la chandelle alors, Levi. M'assurer qu'il y a personne dans la chambre. Ouais. Mais je t'amène au Texas, puis j'amène pas ma femme en mai, donc... OK.
C'est bon. Aller voir les cowboys puis faire des Spurgeon Club avec les. Ben, t'as besoin d'un cowboy avec toi, là, je vais t'aider un peu, là. Pas mal. Ouais, il veut faire des compétitions de bière, hein, parce que j'ai dit à Jonathan que tu m'avais fait goûter de l'IPA super amère du Québec, là. Et Ouais. j'ai dit, ah là, il y a de la concurrence par rapport à la bière belge. Parce que Oula. c'est mettre Il n'y a invétéré. pas de concurrence. Hein. Il y a du houblon au Québec. Oui, Ah, oui, ça on fait peut pas, pousser du houblon. On C'est a. vrai? Ouais, ouais. La semaine juste avant, c'était sur l'alcoolisme, justement. Et puis, c'était en mode confession. Fait que, Pour ça aussi, j'ai un bon formateur hein, pour les bières, non? ben, c'est ça. Il faut apprendre, faut leur montrer à boire du bon jus de blé, mais avec modération. Exactement. Je me rappelle la première fois que je suis allé chez toi, Pascal. Ça fait peut-être un mois qu'on est à l'église, même pas. Mais c'était en plein été, là, on était assis sur ton patio là, en arrière, là, puis tu m'avais passé une bière, puis tu veux-tu un verre, là? Non, j'ai une bouteille, c'est correct, là, c'est ma réponse, puis tu t'es mis en mode enseignante pendant genre 10 minutes pour m'expliquer à quel point c'est important, c'est nouveau de la bière, là, le goût, puis tout, que ça soit dans un verre, puis même la forme, à quel point c'est important. Fait que c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris qui tu es, là. Ouais, bon. Mais tu sais, hein, toute blague à part, il y a un rôle social de la boisson qui est énorme dans toutes les cultures. Et en France, si tu es invité dans une famille et que tu n'acceptes aucune des boissons qu'on te propose, ça va être dur de devenir le pasteur de la famille. Ah Faut- ouais. Parce qu'il y a une boisson sociale, que ce soit du café, du thé, du vin, quelque chose, l'apéritif. Au bout d'un moment, tu partages quelque chose, voilà. Ouais. Donc, Ouais, c'est vrai. des Non, fois, mais ça c'est un m'est bon arrivé point de boire socialement. que j'avais pas envie de boire. Vous aimeriez ce petit jus vert pasteur, je viens de l'apprécier. Là. Non, non, merci, j'en ai déjà bu. Des jeux de tondeuse.